Imaginez une société où les plus riches ne se contentent pas de profiter des lois existantes, mais les écrivent eux-mêmes. Une société où le pouvoir de l'État n'est pas simplement influencé par l'argent, mais véritablement exercé par lui. Cette vision, qui peut sembler tirée d'un scénario dystopique de science-fiction, n'est pourtant pas une invention moderne. Il y a plus de 2300 ans, le philosophe Aristote, dans son œuvre monumentale La Politique, identifiait déjà ce système de gouvernement qu'il appelait l'oligarchie, ou le règne des riches. Dès aujourd'hui, alors que nous assistons à une concentration de richesses et à une influence grandissante de l'argent dans nos institutions, ne trouvez-vous pas ces idées étrangement contemporaines? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'analyse d'Aristote sur l'oligarchie et explorer comment, à travers les âges, ce système a su émerger et s'installer dans différentes sociétés, y compris peut-être la nôtre. Nous découvrirons comment, depuis la cité-État d'Athènes jusqu'aux démocraties modernes, les mécanismes de pouvoir se transforment, se corrompent et parfois laissent place à une élite privilégiée qui ne vise plus le bien commun, mais uniquement sa propre prospérité. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute vous révélera des aspects surprenants de notre histoire politique et vous invitera à réfléchir sur le présent. Pour poser le décor, rappelons brièvement qu'Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322 avant Jésus-Christ, a consacré une grande partie de sa vie à étudier les différentes formes de gouvernance. Dans La Politique, il classe les régimes en deux grandes catégories, les formes véritables, qui cherchent le bien commun, et leurs déviations, qui s'orientent vers l'intérêt personnel ou de groupe. Parmi ces formes, il distingue trois régimes considérés comme idéaux: la monarchie, l'aristocratie et la politie, ce que nous pourrions traduire par un gouvernement constitutionnel ou mixte. Mais à chaque forme vertueuse correspond une version dévoyée. La monarchie se pervertit en tyrannie, l'aristocratie en oligarchie et la politie en ce qu'il qualifie de démocratie, dans son sens péjoratif, où les décisions sont prises en fonction des désirs de la majorité plutôt que pour le bien commun. Prenons un instant pour imaginer ces modèles dans des contextes précis. Dans la monarchie idéale, le monarque gouverne avec sagesse et vertu, tel un roi éclairé qui place le bien-être de son peuple avant tout. Pourtant, l'histoire nous montre que lorsque le pouvoir se centralise autour d'un seul individu dévoyé, la tyrannie peut rapidement s'installer. L'aristocratie, quant à elle, repose sur l'idée que seuls les meilleurs, les plus vertueux et compétents devraient diriger. Mais lorsque le critère de sélection bascule du mérite à la richesse, nous assistons alors à l'émergence de l'oligarchie, un système où le pouvoir se transmet par le biais de la fortune et non par l'aptitude à gouverner pour l'intérêt général. L'oligarchie, comme le décrivait Aristote, se caractérise par une transformation subtile mais insidieuse, ce qui commence souvent par une reconnaissance de la valeur de la richesse, dans la sélection des dirigeants se mue progressivement en une course effrénée pour accumuler toujours plus de pouvoir et de biens. Au départ, la fortune peut n'être qu'un des critères parmi d'autres, mais avec le temps, elle finit par devenir l'unique condition pour accéder aux hautes sphères du pouvoir. Pour illustrer ce processus, imaginez une cité où, au début, des personnalités vertueuses accèdent aux postes de responsabilité grâce à leurs compétences. Mais au fil des années, la nécessité de financer d'importantes campagnes électorales ou de s'entourer d'alliances stratégiques transforme progressivement ces critères. Le leader qui devait être le meilleur devient celui qui possède le plus de richesses ou qui est le mieux connecté dans les cercles du pouvoir. Pour vous donner un exemple concret et contemporain, pensez à certains systèmes politiques où l'accès aux fonctions publiques nécessite d'importants investissements personnels. Vous avez peut-être entendu parler de campagnes électorales dont le budget dépasse les dizaines, voire les centaines de millions d'euros, limitant ainsi l'accès à ceux capables de mobiliser de vastes ressources financières.
Ce mécanisme crée naturellement un fossé entre ceux qui ont les moyens de participer activement à la vie politique et ceux qui, malgré leur potentiel, se voient écartés faute de ressources. Ne trouvez-vous pas que ce phénomène résonne étrangement avec l'analyse d'Aristote sur l'oligarchie? Au cœur de cette transformation se trouve une logique implacable. Le pouvoir sert à accroître la richesse, et la richesse sert à renforcer le pouvoir. Ainsi, une fois que les riches parviennent à instaurer un système qui leur est favorable, ils utilisent des outils juridiques et politiques pour consolider leur position. Dans de nombreuses oligarchies, on observe la mise en place de lois et de réglementations qui semblent protéger l'ensemble de la société, mais qui, en réalité, servent principalement à préserver et à étendre la fortune d'un petit groupe d'individus. Pensez par exemple aux allègements fiscaux accordés à certaines industries ou aux avantages fiscaux pour les grandes fortunes, souvent justifiés par la volonté de stimuler l'économie, mais qui profitent surtout à une minorité. Historiquement, nous pouvons remonter à la Grèce antique pour voir comment ces mécanismes se sont déployés. Dans plusieurs cités-États, des tensions entre les riches et les pauvres ont conduit à des réformes qui, au départ, visaient à rétablir un équilibre, mais qui ont fini par renforcer la position des élites. À Athènes, bien que la démocratie ait été le modèle politique proclamé, certains observateurs de l'époque, dont Aristote lui-même, notaient déjà les dangers d'une influence excessive de la richesse dans la vie politique. De même, dans la Rome antique, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques familles patriciennes a souvent conduit à des conflits internes et à des crises politiques majeures. Un autre aspect fascinant de l'analyse d'Aristote concerne l'évolution interne des oligarchies. Il explique que l'instabilité de ces systèmes ne réside pas seulement dans l'opposition entre riches et pauvres, mais aussi dans les conflits internes au sein même de l'élite dirigeante. Lorsque plusieurs familles ou groupes commencent à se disputer le contrôle absolu, le système se fragilise. Imaginez une oligarchie où, au lieu de travailler ensemble pour préserver leur pouvoir, les membres se font concurrence pour obtenir plus de privilèges et plus de richesses. Cette hyperconcentration de pouvoir, loin de créer une stabilité, engendre une vive instabilité, car elle sape les fondations mêmes de la coopération et du respect des institutions. Et vous, avez-vous déjà observé des rivalités internes dans des structures de pouvoir qui semblaient pourtant unies par un objectif commun? Les stratégies mises en œuvre par les oligarchies pour maintenir leur domination sont nombreuses et souvent redoutablement efficaces. Parmi celles-ci, on peut citer l'utilisation du pouvoir de l'État pour instaurer des barrières socio-économiques. Par exemple, en rendant l'accès à une éducation de qualité presque réservée aux enfants de familles aisées. On crée une reproduction des élites. Au fil du temps, ces enfants grandissent dans le confort et l'abondance, tandis que ceux issus des milieux moins favorisés se voient privés des mêmes opportunités. En France, dès le XIXe siècle, des réformes éducatives visaient à favoriser l'élitisme en réservant certaines institutions prestigieuses à une élite sociale. Aujourd'hui, le débat sur la gratuité de l'enseignement supérieur et sur l'égalité des chances montre à quel point cette question reste d'actualité. Autre tactique fréquemment observée, la porte tournante entre le secteur public et le secteur privé. Dans un système oligarchique, il n'est pas rare de voir des responsables politiques quitter leurs fonctions pour occuper des postes très rémunérateurs dans de grandes entreprises ou des institutions financières. Ce phénomène, souvent désigné par le terme de « revolving door », n'est pas anodin. Il crée un cercle vicieux où les décisions politiques sont de plus en plus influencées par des intérêts privés au détriment du bien commun. Prenez l'exemple des ministres de l'économie ou des finances dans certains pays occidentaux qui, après avoir servi leur mandat, se retrouvent à la tête de grandes banques ou de multinationales. Ces alliances étroites entre le pouvoir politique et le secteur privé renforcent la domination d'une minorité au sein de la société. Mais l'oligarchie ne se limite pas à des règles écrites ou à des institutions figées. Elle s'inscrit également dans la culture et dans les rapports sociaux.
Les élites oligarchiques créent des réseaux sociaux et économiques très fermés, basés sur l'intermariage, des liens d'amitié durables et des alliances économiques. Ces réseaux renforcent la cohésion au sein du groupe dirigeant et rendent pratiquement impossible l'intrusion de nouveaux acteurs, même s'ils possèdent des compétences ou des idées novatrices. Vous pouvez penser aux clubs privés ou aux cercles d'affaires qui, dans de nombreux pays, sont perçus comme des lieux d'exclusivité où se prennent les grandes décisions. Pour mieux saisir l'ampleur du phénomène, il est intéressant d'observer les signaux qui trahissent l'émergence d'une oligarchie dans une société. Tout d'abord, il faut prêter attention aux lois et aux règlements qui, sous couvert de protéger l'économie ou la stabilité, favorisent systématiquement les plus riches. Par exemple, une réglementation fiscale qui accorde des avantages considérables aux propriétaires de yachts de luxe ou aux grandes entreprises au détriment des classes moyennes et populaires est un indice fort de cette dérive. De même, lorsque l'accès aux fonctions publiques devient presque exclusivement réservé à ceux qui peuvent financer d'énormes campagnes électorales, souvent chiffrées en millions d'euros, le système tend à exclure les voix dissidentes et à concentrer le pouvoir entre des mains déjà privilégiées. Un autre indice révélateur est la question de la mobilité sociale. Dans une société véritablement démocratique, il devrait être possible pour tout individu, quel que soit son milieu d'origine, d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir grâce à son talent et à son travail. Or, dans une oligarchie, la mobilité sociale se trouve systématiquement freinée. Les élites en place vont utiliser leur pouvoir pour maintenir des barrières culturelles, économiques et éducatives, rendant ainsi difficile l'ascension de ceux qui ne sont pas nés dans le giron de la richesse. Dans certaines économies modernes, la montée vertigineuse du coût de l'éducation, par exemple aux États-Unis, où les frais universitaires peuvent atteindre des sommes astronomiques, illustre parfaitement ce phénomène de verrouillage social. Au-delà des mécanismes internes, il est crucial de noter que l'oligarchie, selon Aristote, est fondamentalement instable. Il l'a observé déjà dans les cités-États de la Grèce antique, et force est de constater que ce constat reste pertinent de nos jours. L'instabilité des oligarchies découle principalement du ressentiment profond qu'elles génèrent au sein de la population. Lorsque la majorité se sent exclue du processus décisionnel et voit que les lois ne servent qu'à protéger les intérêts d'une minorité, un sentiment d'injustice s'installe. Ce climat de mécontentement peut et finit souvent par déboucher sur des révoltes populaires. Regardons quelques dates clés de l'histoire pour illustrer ce phénomène. En 1789, la Révolution française est en grande partie le résultat d'un fossé grandissant entre une noblesse et une bourgeoisie aisée d'un côté et un peuple écrasé par les inégalités de l'autre. Les révoltes populaires qui ont marqué cette période témoignent du fait que, lorsque le pouvoir se concentre entre les mains d'une minorité, la légitimité du régime est remise en question. Plus récemment, en 2011, le printemps arabe a vu des populations entières se soulever contre des régimes autoritaires et oligarchiques qui, malgré une façade démocratique, ne répondaient qu'aux besoins des élites dirigeantes. Ces exemples historiques rappellent que, quelle que soit l'époque, les systèmes politiques qui se détournent du bien commun pour servir des intérêts particuliers finissent par susciter la révolte. Aristote ajoutait également une dimension intergénérationnelle à la problématique de l'oligarchie. Il observait que les enfants des oligarches, élevés dans le luxe et l'aisance, finissent souvent par perdre la vigueur et la résilience nécessaires pour gouverner efficacement. Pendant ce temps, les enfants des classes populaires, contraints par des conditions de vie plus difficiles, développent une force et une détermination qui, à terme, leur permettent de se lever contre l'oppression. Cette dynamique, que l'on peut voir dans de nombreux contextes, contribue à l'érosion inévitable du pouvoir oligarchique. Ainsi, ce n'est pas seulement un déséquilibre économique qui fragilise l'oligarchie, mais aussi un déséquilibre dans la transmission des valeurs et des compétences d'une génération à l'autre. Maintenant, vous vous demandez peut-être en quoi tout cela peut concerner notre monde moderne. En regardant autour de nous,
il n'est pas difficile de trouver des échos de ces mécanismes anciens dans nos sociétés contemporaines. Certains observateurs pointent du doigt la concentration de la richesse dans des pays comme les États-Unis, où l'influence des grandes fortunes sur le processus électoral est un sujet de débat constant. De même, dans plusieurs pays européens, les inégalités économiques grandissantes et l'accès limité à certaines fonctions publiques relèvent d'un schéma qui n'est pas sans rappeler l'oligarchie décrite par Aristote. Considérez par exemple la manière dont certaines réformes fiscales ou économiques récentes ont profité à une minorité de personnes déjà fortunées, tout en laissant de côté la majorité de la population. Ou encore, la tendance dans certains systèmes politiques à privilégier les grandes entreprises dans les appels d'offres publics au détriment des petites et moyennes entreprises, qui peinent alors à concurrencer sur un pied d'égalité. Ces situations ne sont-elles pas le reflet d'un cycle ancien où la richesse mène au pouvoir et le pouvoir renforce la richesse au détriment de la justice sociale? Face à ces constats, il est essentiel de rester vigilant et de s'interroger sur la manière dont nos institutions fonctionnent réellement. Ne serait-il pas temps, à l'instar des révoltes populaires du passé, de demander plus de transparence et d'équité dans la gestion du pouvoir? Chaque fois que nous assistons à des décisions qui semblent favoriser un petit groupe d'intérêts privés, nous assistons potentiellement à la reproduction d'un schéma oligarchique dont Aristote avait pourtant bien compris les dangers. Je vous invite donc à réfléchir à ces questions. Dans quelle mesure nos systèmes politiques actuels permettent-ils vraiment la participation de tous? Quels sont les mécanismes mis en place pour éviter que la richesse ne devienne le critère dominant dans l'accès au pouvoir? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, contribuer à un changement qui redonne priorité à l'intérêt général? Pour rendre cette discussion encore plus vivante, laissez-moi vous raconter une anecdote historique qui illustre parfaitement ces dynamiques. Au cœur de la Rome antique, les conflits entre les familles patriciennes ont souvent mené à des crises politiques majeures. Par exemple, durant la période de la République romaine, les rivalités entre la faction des optimates, qui représentait les intérêts des riches, et les populares, qui cherchaient à obtenir des réformes en faveur du peuple, ont engendré des tensions qui, finalement, ont précipité la fin du système républicain et l'avènement de l'Empire. Ce tournant historique, survenu aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, nous rappelle que même les systèmes politiques les mieux établis ne sont jamais à l'abri d'une dérive lorsque le pouvoir se concentre de manière excessive entre les mains d'une minorité. Aujourd'hui, nous sommes peut-être moins susceptibles de voir des transitions aussi radicales, mais les signes avant-coureurs sont bel et bien présents. La question de l'influence disproportionnée des lobbies dans le processus législatif, les campagnes électorales coûteuses et le phénomène du revolving door entre institutions publiques et entreprises privées sont autant d'indices qui devraient nous inciter à repenser la répartition du pouvoir dans nos sociétés. En outre, la mondialisation et l'émergence de nouvelles puissances économiques ont complexifié la donne. Des pays comme la Chine, dont le modèle politique autoritaire semble reposer sur une concentration du pouvoir entre une élite restreinte ou des économies émergentes en Asie et en Amérique latine, nous montrent que le phénomène de l'oligarchie n'est pas l'apanage d'une époque ou d'un système particulier. Ces exemples contemporains illustrent comment, malgré des contextes culturels et historiques différents, les dynamiques de pouvoir et de richesse semblent suivre des schémas similaires à ceux décrits par Aristote il y a plus de 2 millénaires. Au-delà de l'analyse purement théorique et historique, il est vital de se demander quelles leçons nous pouvons tirer de l'observation de ces mécanismes. D'une part, la compréhension des racines de l'oligarchie nous permet de mieux identifier ces manifestations actuelles. D'autre part, elle nous incite à réfléchir aux moyens de promouvoir une gouvernance véritablement démocratique dans laquelle le pouvoir ne serait pas l'apanage d'une minorité fortunée,
mais accessible à tous ceux qui souhaitent contribuer au bien commun. Vous avez sûrement remarqué que, dans notre quotidien, les exemples de cette concentration de pouvoir se multiplient, que ce soit dans le domaine économique, politique ou même culturel. Ainsi, certains médias ou institutions sont critiqués pour leur manque de pluralité et pour favoriser des discours qui confortent le statu quo. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dès l'Antiquité, les élites oligarchiques utilisaient tous les moyens à leur disposition pour diffuser des idées justifiant leur pouvoir. En effet, Aristote lui-même soulignait que la culture et les institutions, comme l'éducation, les arts ou la presse, étaient souvent manipulées pour maintenir la domination d'un petit groupe. Ce constat reste d'actualité dans un monde où l'information circule rapidement, mais où les algorithmes et les intérêts commerciaux peuvent parfois biaiser la diffusion des idées. Il est donc primordial en tant que citoyen de cultiver un esprit critique et de s'informer auprès de sources diverses. La connaissance des mécanismes politiques et économiques qui sous-tendent notre société est une arme puissante contre les dérives oligarchiques. C'est en comprenant ces dynamiques que nous pourrons exiger davantage de transparence et d'équité de la part de nos dirigeants. Revenons un instant à la théorie d'Aristote pour en extraire une leçon essentielle. Le pouvoir ne doit jamais être considéré comme un privilège permanent d'une minorité, mais comme une responsabilité envers l'ensemble de la communauté. Lorsque les décisions politiques sont prises dans l'intérêt de quelques-uns, elles finissent par miner la cohésion sociale et la stabilité de l'État. À l'inverse, un système véritablement démocratique repose sur le principe que chaque citoyen, quelle que soit sa condition, doit avoir la possibilité de participer activement à la vie publique. Cela implique, entre autres, de repenser le financement des campagnes électorales, de promouvoir l'éducation pour tous et de mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour illustrer ce point, pensez aux réformes électorales qui ont été menées dans plusieurs pays d'Europe au cours des dernières décennies. En Suède, par exemple, le système de financement public des partis politiques vise à réduire l'influence des dons privés et à garantir une plus grande équité dans l'accès au pouvoir. De même, des initiatives visant à renforcer la transparence des relations entre les institutions publiques et les entreprises privées ont été mises en place dans divers pays afin de limiter les conflits d'intérêts et d'éviter le phénomène du revolving door. Ces exemples montrent qu'il est possible d'agir pour contrer les tendances oligarchiques à condition que la société civile reste mobilisée et vigilante. Pour résumer, nous avons vu comment Aristote, il y a plus de 2 millénaires, avait déjà identifié les mécanismes par lesquels la richesse pouvait se transformer en pouvoir et comment cette dynamique, si elle n'est pas régulée, pouvait mener à une concentration dangereuse du pouvoir entre les mains d'une minorité. Nous avons exploré des exemples historiques, des anecdotes marquantes et même des parallèles avec des situations contemporaines. Si un simple philosophe de l'Antiquité pouvait décrire avec autant de justesse les failles d'un système oligarchique, il est essentiel que nous prenions ces enseignements au sérieux pour éviter de répéter les erreurs du passé. Merci d'avoir suivi cette exploration passionnante sur l'oligarchie et les enseignements intemporels d'Aristote. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos expériences et surtout de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. Ensemble, faisons en sorte que nos sociétés évoluent vers plus d'équité et de justice. À très bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles.